Bienvenue à tous, bienvenue dans PAF comme paysage audiovisuel, mais aussi PAF comme une onomatopée qui fait il y a pif, il y a pouf, il y a boum. Enfin, ça veut dire que ça discute, ça se dispute, ça se bagarre, ça s'engueule peut-être, avec une bande que je vais vous présenter. Véronique Iturbide, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes notamment journaliste à Versailles Plus. Tout à fait. Hein, et voilà, vous êtes la femme de cette émission. Voilà, pour l'instant. Tant pis pour vous. Je suis ravie. Nouradine Agne, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi comédien, vous faites partie de la Ligue d'improvisation. Exactement. Et vous êtes notamment à Canal+. Et pour du sport à Canal+. Pour du sport, hein, ouais, pour du sport surtout. Enfin bon, il n'y a pas que le sport dans la vie. Il n'y a pas que le sport dans la vie, mais c'est important le sport, hein, notamment dans l'éducation. Absolument, on va parler d'éducation, c'est tout con. Jean-Luc Madec. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes restaurateur, vous êtes aussi un des responsables de la Confédération des professions indépendantes de l'hôtellerie, un syndicaliste donc, syndicaliste patronal on peut dire ça. Oui. Et puis vous aimez bien quand ça va bien. Oui, c'est un virus que j'ai inoculé à plein de monde à travers la nourriture. J'ai le virus du ça va bien et je vous assure que du matin au soir je le porte avec bonheur. Très bien. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Vous avez été journaliste au quotidien de Paris, à l'Express. Et puis, vous avez monté il y a un an à peu près. Oui, une grande année. Une grande année, une maison d'édition qui s'appelle les éditions Lajoigny, en toute simplicité. Voilà. Et c'est plus simple. Alors, votre dernière publication, ça s'appelle La Poule-borgne de Claude Saulois. C'est voilà, je le montre, c'est un roman policier, mais pas que. Voilà. Je l'ai pas lu encore. Donc mais pas que, parce que c'est mieux écrit qu'un roman policier classique et il y a autre chose. C'est plus ambitieux qu'un roman de gare. Ah ben très bien. Voilà. Et puis, Mustapha Arbaoui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pharmacien dans la vie, mais vous êtes beaucoup impliqué dans le tissu associatif et vous présidez notamment le football club de Trappes. Donc, vous venez de récupérer Anelka. Exact. Hein, exact. Exact, pour pas cher d'ailleurs. Non, il a préféré l'Inde. Pardon ? Il a préféré l'Inde. Il a préféré l'Inde, oui, effectivement. Il y a des territoires inconnus comme ça. C'est son truc. Mais ça marche bien, le ça marche de mieux en mieux. Vous êtes en quoi ? On pourrait même faire une émission complète sur le sujet. Mais on ne veut parler que de ça. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. J'en parle avec gourmandise, ça tombe bien. Non, on ne va pas parler que de ça parce qu'on a un invité qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir pour la première émission, qui est François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, vous êtes agrégé de philo, vous êtes enseignant. Vous enseignez dans une classe préparatoire à Paris. Et vous êtes aussi maire adjoint de Versailles. On parlera peut-être un peu de politique tout à l'heure, mais on vous a invité surtout parce que vous venez de publier aux éditions Plomb Les Déshérités ou l'urgence de transmettre. C'est un livre assez terrible sur l'état de notre éducation, sur la transmission du savoir. Oui, parce que moi j'étais surpris d'ailleurs, parce que vous dites dès les premières pages, moi quand j'ai commencé à vouloir être enseignant, voilà, on m'a dit surtout il ne faut pas transmettre le savoir. Hein. Vous avez un savoir, mais il faut que ça soit l'élève qui fasse son savoir lui-même, vous n'avez rien à transmettre. Et moi je pensais alors que c'était plutôt une dérive de ce qu'on appelle les pédagogistes, mais vous expliquez que non, ça vient de très loin, ça vient de Descartes, ça vient de Rousseau, ça vient plus récemment de Bourdieu, pour des raisons d'ailleurs très différentes, mais qui sont au fond un empêchement de transmettre la culture, ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, voilà, on a le sentiment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que le niveau baisse dans l'éducation, et on a le sentiment surtout que l'éducation ne sert plus à grand-chose. Je ne sais pas si c'est terrible, parce qu'au fond, vous voyez, c'est comme un pharmacien. D'ailleurs, la philosophie a quelque chose à voir avec la pharmacie depuis Platon. Le philosophe ou la philosophie est aussi un exercice qui consiste à tenter de faire un diagnostic pour comprendre d'où viennent les difficultés que parfois nous rencontrons dans la société, d'où viennent les problèmes qui se posent à nous. Mais le but, évidemment, c'est de réouvrir des perspectives, et c'est surtout ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, de tenter de remontrer, de repenser la façon dont la culture pouvait précisément constituer un gage de liberté pour chaque enfant, et à quel point il est nécessaire que les adultes, les éducateurs, dans les lieux divers où peuvent se déployer les tâches éducatives, dans le sport aussi bien qu'à l'école, aussi bien évidemment que dans la famille, de voir à quel point les adultes sont nécessaires pour la croissance des enfants et pour leur propre liberté. Quand je dis c'est terrible, vous dites quand même, c'est une phrase qui explique bien le titre, nous voulions dénoncer les héritages, nous avons fait des déshérités. Hein. C'est un peu ça la phrase clé presque du livre. C'est dire que des déshérités, c'est-à-dire des enfants, des jeunes qui ne savent plus d'où ils viennent et
du coup, qui ne savent plus tellement où ils vont. Bien sûr, je crois qu'on est vraiment devant un problème et plutôt que de le nier, je crois qu'il faut savoir le regarder en face. Nous ne cessons d'être confrontés à des difficultés qui se manifestent d'ailleurs de façon plurielle. Ça peut être lié à la situation des incivilités, à des difficultés d'intégration, à des difficultés sociales, à la complexité aussi de l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi. Et sous tous ces aspects, nous voyons ressurgir au fond une même angoisse, un même malaise d'une certaine façon, et qui est lié, je crois, à ce que nous n'avons pas transmis, à ces déshérités que, malgré eux, évidemment bien malgré eux, nos écoles ne cessent de produire, parce que nous avons considéré qu'il était, encore une fois, coupable de transmettre un héritage. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes confrontés aujourd'hui à de telles difficultés. Et donc il faut savoir, évidemment, mettre le doigt sur les problèmes, mettre le doigt honnêtement et loyalement sur les problèmes. Et je le fais avec le plus de sobriété possible, parce que je crois que les problèmes, nous les voyons suffisamment. Mais malgré tout, il fallait les rappeler, et il fallait rappeler qu'ils sont là de façon objective. Voilà. Vous voyez, vous dites qu'il y a une polémique sur le fait que le niveau baisse ou pas, etc. Dans cet ouvrage, quand j'ai essayé de fonder quelques éléments de diagnostic, je les ai systématiquement appuyés sur les chiffres de l'éducation nationale elle-même, pour qu'on ne m'accuse pas d'être partial. Voilà. Ce que dit l'éducation nationale, par exemple, ce que disent les enquêtes qui sont menées au niveau national et international, c'est, pour prendre un exemple très simple, on parle beaucoup de l'illettrisme en ce moment-là, mais l'illettrisme est et c'est vrai, une grande inquiétude nationale. On parlait peut-être tout à l'heure de l'illettrisme. Alors, ce que disent les enquêtes de la journée de défense et de citoyenneté, autrefois journée d'appel et de préparation à la défense, c'est que sur une classe d'âge, à 18 ans ou à 20 ans, eh bien, on a environ 20% de jeunes Français pas ni lire ni écrire, qui n'ont pas la possibilité, la faculté de déchiffrer, de lire un texte simple et d'en retirer les informations essentielles. Les uns et les autres. Alors, vous avez lu le livre ou, hein, Oui, juste pour Véronique, ce que vous dites. Donc en fait, il y a deux problèmes. Il y a un problème de méthode, puisque on ne sait pas lire en fin de terminale, et aussi un problème de message, puisque justement, il ne faut pas transmettre de message. Donc ça fait deux choses différentes. Il faut reprendre carrément à la base en CP, et donc vous mettez le doigt sur une méthode qui, selon vous, ne convient pas, à savoir la méthode globale. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle perdure, cette méthode, si elle ne convient pas? Est-ce qu'il y a des gens très très mauvais quand même qui sont à la tête de l'éducation depuis c'est une un trentaine milliard. d'années? Parce que, quand même. Je ne crois pas à une, Oui, ça, je on crois peut pas pas à une croire à un complot, malveillance, quand même. non, pas du Croyez tout. pas. Mais je crois à une bienveillance mal dirigée. Je pense que, et si on prend le problème que vous évoquez, il n'y a pas deux problèmes, il n'y a pas un problème de méthode et un problème de fond. Il y a, je crois, une seule difficulté qui tient à la conception que nous nous faisons de l'acte éducatif lui-même. Si on reprend cette question des méthodes de lecture, d'où vient la méthode globale? Elle vient directement du travail de Rousseau. Elle a été inspirée par le travail de Rousseau. Ce que dit Rousseau, pour être très simple, c'est qu'il ne faut pas imposer à l'enfant un exercice mécanique qu'il ne comprend pas, et dans un deuxième temps qu'il pourrait maîtriser à partir de cette discipline qu'on lui aura fait subir. Ce qu'il faut, dit Rousseau, c'est que l'enfant simplement comprenne par lui-même. Et donc la méthode globale, juste pour terminer sur ce point, la méthode globale, elle dit que au lieu de faire apprendre à l'enfant le B, A, ba et de le faire répéter mécaniquement cet exercice un peu autoritaire et machinal, eh bien il faut faire en sorte que l'enfant comprenne les mots dans leur globalité. Et on imagine, et c'est là une forme de bienveillance au départ, mais qui je crois est faussée par un mauvais regard sur l'acte éducatif. Chaque enfant est différent et va comprendre un truc différent, du coup. Mais on pourrait quand même supposer que l'éducation du temps de Descartes ou du temps de Rousseau, elle a pu faire des progrès depuis. C'est-à-dire que Rousseau s'attaque à l'éducation de son temps, mais et peut-être qu'à l'époque, il fallait peut-être donner aussi un peu de liberté aux élèves qu'ils n'avaient pas. Mais comment ça se fait que ça ait perduré jusqu'à aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Le grand paradoxe, vous voyez, c'est que je crois effectivement qu'il y a pu avoir de la part de ces auteurs une forme de réaction. C'est tout à fait clair dans le travail de Descartes, par exemple, qui, pour la philosophie, c'est un auteur décisif parce qu'il a peut-être eu la fonction aussi de libérer la réflexion d'une forme de tradition qui finissait par s'enfermer dans sa propre répétition. Le travail de Descartes, comme celui de Pascal, à la même époque que lui, il a quelque chose de libérateur de ce point de vue-là. Oui, mais ce qui est très frappant, c'est que, vous voyez, on conçoit l'éducation comme le contraire de la liberté et qu'on dit il faut retirer un peu d'éducation ou retirer un peu de transmission pour qu'il y ait plus de liberté. Et c'est ça, en fait, la grande idée qui jaillit de leur œuvre et de leur pensée. Et c'est cette idée dont nous avons hérité. L'idée, au fond, que se défaire de son éducation, c'est ça, la liberté. Et donc, l'éducation est une forme
forme d'enfermement, une forme d'aliénation. Lequel des parents, lequel des éducateurs ne s'est pas un jour demandé si, en disant oui et non à un enfant, il n'était pas en train de reproduire ses propres schémas, s'il n'était pas en train de le piéger dans ses propres conceptions. Mais c'est cette idée-là, je crois, qui est fausse et qui est culpabilisante pour les adultes et en même temps qui prive les enfants de ce dans quoi peut naître leur liberté. Parce que le grand paradoxe, c'est que Descartes, lui aussi, il avait été à l'école et que s'il est capable d'écrire les méditations métaphysiques, le discours de la méthode, eh bien c'est parce qu'il a appris avant lui. Il n'y a pas pire que les gens qui ont appris le français, le latin, etc. Évidemment. Moustapha, vous avez... Alors, d'abord, moi j'ai beaucoup aimé le livre, je tiens à le dire. C'est effectivement un livre qui permet de penser un peu notre monde tout en regardant un peu vers le passé. Et moi, en le regardant, j'étais un peu troublé parce que finalement, ça parle de l'éducation, bien évidemment, ça parle de la transmission, mais ça parle également de la culture. Et ces deux notions que vous relativisez, on transmet pas simplement un savoir, pas simplement des connaissances, mais également une forme de culture. Et aujourd'hui, on a l'impression que la culture d'aujourd'hui, vous la décriez tout en étant nostalgique d'un temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, Rousseau, l'équivalent de Rousseau ou l'aboutissement de Rousseau, c'est Google. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on va chercher des tas de connaissances, mais on n'est pas ancré sur des valeurs, on n'est pas ancré sur un vrai travail, on n'est pas ancré sur des choses qui ont été apprises, âprement apprises, mais au contraire, une espèce de culture où on achèterait tout, on achèterait la culture, on achèterait les mots, on achèterait... voilà. Et c'est ça qui m'a paru assez intéressant dans ce livre, c'est que je vous sens très nostalgique, pour tout dire, plutôt que apporter des solutions et des remèdes. En clair, vous parliez de la pharmacie, mais en fait, c'est plutôt de la médecine, puisque la médecine, c'est le diagnostic. Moi, j'en attendais les médicaments, les remèdes. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes, quand vous disiez que la culture, par exemple, ne permet pas le fait de ne pas être humain, mais le fait de ne pas être cultivé ou de ne pas avoir de culture ne permet pas d'être humain. Et donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont bien décrites, mais il y a cette forme de nostalgie qui évoque le fait que en chaque génération, tout le monde a dit la même chose. C'était mieux avant, on apprenait mieux. Il faut peut-être y ajouter aussi, Moustapha, si vous permettez, il faut peut-être y ajouter aussi une définition. Qu'est-ce qu'on entend par la culture ? La culture, j'essaye de le décrire dans ce texte. La culture, c'est tout ce que l'homme ajoute à la nature et c'est tout ce que l'homme reçoit des autres. La culture, c'est le produit de toutes ces interactions qui nous relient les uns aux autres. Une première figure de la culture, c'est la langue, tout simplement. Ouais. La langue que l'on reçoit, c'est déjà une façon pour chaque enfant d'entrer dans la culture, c'est-à-dire d'entrer dans l'ère de la relation avec l'autre. Je ne crois pas que ce livre soit fondamentalement nostalgique, au sens où la nostalgie a une espèce de gratuité, on est nostalgique un peu dans le vide, mais la nostalgie à elle seule ne produit rien. Ce que j'ai essayé simplement de montrer dans cet ouvrage, c'est à quel point justement la culture est nécessaire pour nous conduire vers notre propre nature. Au fond, c'est le propre de l'expérience humaine qu'on a besoin de la culture pour devenir soi-même. Est-ce qu'on aurait une pensée personnelle si on n'avait pas reçu des mots qui nous viennent des autres ? En fait, c'est ça l'expérience toute simple que j'essaye de décrire. D'accord là-dessus, mais par exemple, que dire si de la on était culture de masse, si on est d'accord, mais c'est ça le remède. On est d'accord sur le fait que la culture est importante, mais la vraie question, c'est laquelle est-ce que des jeunes vous diraient que la culture aujourd'hui du rap est une culture, que la culture du, je sais pas moi, la culture n'est pas forcément Molière ou. Mais est-ce qu'il faut tout mélanger ? Ce que je crois malgré tout, c'est qu'on assiste non pas à c'est pas qu'il y a une diversité de cultures et qu'il y en aurait qui seraient meilleures que d'autres, c'est qu'on assiste malgré tout, je crois, aujourd'hui de façon très très objective là encore, à une forme de déculturation, voyez, ou d'appauvrissement de la culture. Prenez justement la diversité des productions culturelles. Est-ce que Molière, le rap, etc., est-ce qu'il faut mépriser le rap au nom de Molière ? Moi, je ne me prononce pas du tout là-dessus. Simplement, ce que je veux dire, c'est que dans certaines œuvres, des productions contemporaines, je ne sais pas, vous prenez une chanson, vous prenez l'univers culturel de certains artistes contemporains, vous trouverez au maximum 200, 300 ou 400 mots. Vous prenez une pièce de Molière et vous y trouverez des milliers de mots, des subtilités de nuances, d'expressions, etc. Je ne dis pas par là que les artistes d'aujourd'hui soient moins talentueux que Molière. Je dis simplement que ceux qui, aujourd'hui, créés dans l'univers qui est le nôtre, nécessairement sont affectés par cette espèce d'appauvrissement de la culture qu'on peut mesurer tout simplement, par exemple, à cet appauvrissement de la langue. Et si on prend l'univers du rap et si on le regarde en face maintenant, il y a des très grands artistes dans le rap. Non mais c'est vrai. Non, on n'est pas obligé de considérer que tout se vaut quand même. On n'est pas obligé de considérer que tout se vaut. Il y a des très grands artistes. Il y a des très grands artistes dans le rap. Mais il n'y a pas que le goût. Il y a quand même, objectivement, il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres. Enfin, je veux dire, on a le droit de dire ça. Bien sûr. Ça dépend de quel point de vue, Patrice.
Il y a des choses qui sont moins fortes ou mieux que d'autres, ça dépend pour qui. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est obligé de considérer que, au-delà de certaines œuvres qui sont vraiment de très grande qualité, malgré tout, dans l'univers global du rap contemporain, et même d'ailleurs dans l'univers du rap d'aujourd'hui, qui n'est pas celui du rap d'il y a 10 ou 20 ans, on constate factuellement un appauvrissement de l'univers culturel, un appauvrissement de la façon dont les relations humaines sont vécues, par exemple de la relation entre l'homme et la femme. Jean-Charles sur le rap, voilà, il y a quand même une évidence de ce point de vue-là qu'il faut constater, au-delà de toute démagogie. Le champ lexical du rap, ça tient sur un ticket de métro. Ça dépend quel rap, Jean-Charles. Voilà, ça dépend de quel Oxmo Puccino, c'est pas pareil que La Fouine ou je ne sais pas quel autre rappeur. Mais est-ce que le problème, on est quand même sur le rap assez... C'est assez tourneboulant comme phénomène. Mais bon, moi, je voulais juste dire une chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec tout le diagnostic que vous pouvez faire. Et Mustapha, tout à l'heure, parlait de pharmacie ou de médecine, etc. Et j'ai l'impression qu'on oublie aussi un peu quand même les 800 000 enseignants qui sont quand même les principaux vecteurs de tout ce que vous défendez ou critiquez, tout ce que vous analysez. Et que c'est quand même ça aussi le cœur du problème, non ? Ces 800 000 profs qui sont effectivement, qui de temps en temps ont tendance à dire « vive le rap » et à oublier Molière. C'est 800 000... Non mais c'est ça aussi le vrai problème. On ne peut pas faire abstraction et parler de l'éducation en oubliant ces 800 000 enseignants. Bien sûr. Qui ont quand même une part de responsabilité mais colossale. Il n'y a pas que le ministère. Excusez-moi, c'est plus facile d'aller vers le rap que d'aller vers Molière. Et ça demande un énorme travail. Donc, pas pour notre invité, en tout cas. Parce que c'est pas non, mais sur l'enseignement. C'est ça aussi. Je crois, sur ce qui concerne l'enseignement et sur mes 850 000 collègues, je crois que l'éducation nationale... Moi, j'ai eu la chance d'enseigner dans un grand nombre d'établissements. Comme tout jeune enseignant, on a l'occasion d'être promené de lycée en lycée. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est une forme de constance qui règne dans les salles des profs, une espèce de découragement. Je dirais que l'éducation nationale me paraît être un système qui est entré en dépression collective. Et peut-être justement aussi pour cette raison que les enseignants ne savent plus exactement pourquoi ils sont là, et que la société et que leur propre institution semblent condamner le sens même de leur mission. Moi, j'ai été très frappé dans ma première année d'enseignement d'entendre un ministre de l'enseignement supérieur déclarer, c'était à l'occasion de la polémique sur la culture générale dans les concours des grandes écoles, déclarer que la culture était discriminatoire. Quand vous êtes enseignant et que votre métier, c'est de transmettre la culture à travers n'importe laquelle des disciplines que vous enseignez, et qui est une des facettes de la culture que nous avons à léguer à nos successeurs, quand vous êtes enseignant et que votre métier est de transmettre la culture, et que votre propre ministre affirme que la culture est une source de discrimination, ce qui est, encore une fois, comme l'air du temps, l'opinion commune, eh bien, comment est-ce que vous pouvez concevoir votre propre métier ? C'est vrai dans un sens, puisque par exemple, vous, François-Xavier Bellamy, qui êtes né dans une famille plutôt aisée, vous avez bénéficié, je ne sais pas, vous êtes allé au théâtre, vous avez eu l'occasion d'apprendre des choses, de lire des bouquins. Il est sûr qu'un gamin d'HLM qui n'a pas les moyens d'aller au théâtre, de se cultiver différemment, quand il va arriver, si c'est l'éducation nationale... valable si les inégalités ne se reproduisaient pas. Or, elles se reproduisent plus aujourd'hui avec l'éducation qu'on a qu'elles se reproduisent... Mais justement, pour aller dans le sens de notre invité, si ce constat est vrai, si à partir de ce moment-là, les enseignants notent les élèves sur le bagage culturel, évidemment... on va se retrouver avec des inégalités qui vont se reproduire à chaque fois. Voilà, ça c'est exactement ce que dit Pierre Bourdieu, qui est évidemment un moment décisif de la réflexion sur la transmission aujourd'hui. Vous voyez, ça fait vraiment partie de notre inconscient collectif aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand vous êtes enseignant, on vous explique à longueur de temps, nous on nous l'expliquait à l'IUFM, c'est-à-dire notre propre administration, nos formateurs nous expliquaient que nous étions d'anciens bons élèves et que nous étions coupables de vouloir nous reproduire et reproduire la ségrégation dont nous avions été défavorisés. Mais peut-être juste pour terminer, je crois vraiment profondément qu'en fait, le rôle de l'enseignant, c'est de transmettre aux enfants ce qui peut être la cause de toute égalité à l'intérieur d'une société. Et c'est peut-être simplement ce regard-là qu'il faudrait porter sur leur métier ensemble. On a cité beaucoup de gens. Il y a un homme que j'aimerais citer, si vous le voulez bien, c'est Voltaire, qui a écrit une phrase qui finalement exprime ce que vous écrivez et ce dont vous parlez. Il écrivait « Qui enrichit son esprit ennoblit son cœur ». Juste à travers ces quelques mots, il dit en fait l'essentiel de ce que je crois nous devons transmettre à la nature humaine. Nous nous enrichissons à travers la culture, le savoir, l'histoire, la géographie, et nous avons tous besoin de cela pour nous construire. Et il me semble que dans votre ouvrage, où vous parlez de 1000 choses, il y a ce sentiment que l'absence de transmission posera un grave problème à nos sociétés.
Et s'il y a une chose que je dois défendre maintenant, c'est de considérer que votre œuvre écrite doit être probablement considérée d'utilité publique. Parce que ce que vous écrivez est fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Depuis longtemps, les grands philosophes ont marqué de leur empreinte, à travers quelques mots, quelques phrases, des choses que nous essayons d'oublier aujourd'hui. C'est une grave erreur, parce qu'à force de vouloir tout oublier, on est en train de construire une société du vide, et c'est extrêmement grave et dangereux. Même si pour notre invité, c'est un peu de la faute des philosophes, hein, notamment Rousseau, Oui, Descartes. absolument. On Il est n'a dans pas dit cette que c'était leur situation. faute. Si tous les Ils philosophes étaient d'accord. ils ont existé, C'était- c'est oui. tout. Et on doit les respecter en tant que tels. Un dernier mot, parce qu'il faut qu'on passe à un autre sujet. À ce sujet, ça fait partie de ma culture, moi, Rousseau, Voltaire, Bourdieu un peu moins, parce que c'est plus contemporain, mais s'attaquer finalement à des personnages comme ça, qui ont transmis une certaine culture, une certaine C'est pas s'attaquer, vision finalement du siècle des Lumières, ça vous évoque quoi? Et justement, ce qui est très beau, c'est l'expérience de la culture est une expérience libératrice. Le seul vrai piège, c'est quand on les a oubliés. Et je crois que, vous voyez, aujourd'hui, on parle du Bourdieu sans savoir de quoi on parle. En fait, j'espère que ce livre sera, je ne sais pas s'il est d'utilité publique, je vous remercie beaucoup de votre bienveillance, mais j'espère qu'il sera l'occasion d'une liberté nouvelle. C'est-à-dire que relire Bourdieu, c'est réussir à prendre peut-être notre distance avec lui et faire du coup une expérience de liberté. C'est l'expérience de la rencontre avec la culture. Mon propos n'est pas du tout de les attaquer, je n'ai aucune légitimité pour ça et je ne me place pas du tout sur ce terrain-là, mais d'essayer de les comprendre pour aussi comprendre peut-être quelles sont les fragilités d'un raisonnement qui mérite d'être entendu, mais qui mérite aussi peut-être d'être dépassé ou en tous les cas d'être enrichi par notre propre regard à notre tour. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le sujet de l'éducation avec Dimitri Delarocque, qui est un étudiant qui regarde notre débat et qui nous dira voilà, ses réflexions sur ce qui a été dit. Donc, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Mais il y a un autre sujet sur lequel vous avez été assez actif, c'était le mariage pour tous, ou plutôt contre le mariage pour tous, dans des manifestations qui d'ailleurs reprennent actuellement. On va regarder un petit sujet et puis on en reparle après. Leur arme, la rue. Les manifestants contre le mariage pour tous l'ont envahi en nombre samedi dernier, date de l'adoption par l'Assemblée nationale du premier article de la loi incriminée. 15 000 manifestants selon la police, 22 000 selon les organisateurs. Le rassemblement à Versailles était d'ailleurs le plus important au niveau national. Parmi eux, des responsables des différentes communautés religieuses, car leurs croyances ne seraient pas compatibles avec le mariage pour tous. Pour nous, on va dire qu'il y a deux types d'orphelins. Il y a l'orphelin qui émane de la tragédie humaine, il a perdu son père, il a perdu sa mère, et il y a l'orphelin, le nouvel orphelin que l'institution française va pondre aujourd'hui, c'est l'institution violente de la Constitution, à savoir que l'enfant va demain chercher son père ou sa mère selon les cas, il ne va pas le trouver. Au-delà du mariage homosexuel, c'est donc surtout la question de l'enfant qui mobilise. Les communautés musulmanes, catholiques et protestantes refusent le droit à l'adoption par les couples homosexuels et craignent d'éventuelles dérives. Je suis là parce qu'on sait très bien que cette loi, une fois qu'elle sera votée, eh bien, ouvrira la voie à la procréation médicalement assistée pour les femmes et, logiquement, par égalité des droits, les hommes demanderont la gestation pour autrui. Et là, dans les deux cas, on est dans l'adoption qui n'est pas une vraie adoption et on est dans la marchandisation du corps humain. La circulaire de Mme Taubira est la preuve par 9, malgré tous ces mensonges, que la GPA est au programme. C'est évident. Le gouvernement a cependant rappelé la semaine dernière que la gestation pour autrui n'était pas à l'agenda du quinquennat. Peu convaincus, 8000 croyants et laïcs ont signé en marge du rassemblement une pétition nationale lancée par le maire d'hiver droite du Chesnay, Philippe Briot. Si le nombre de 500 000 signataires est atteint, le Conseil économique, social et environnemental devra étudier la recevabilité de la loi. Alors, réaction sur, non pas sur ce sujet, mais sur ce thème de mariage pour tous. Pourquoi, en France, ça a autant de mal à passer, alors que dans des pays catholiques comme l'Espagne, en Angleterre avec un régime conservateur, c'est passé assez facilement? D'abord, je ne crois pas que ce soit fondamentalement lié à la question religieuse. Enfin, je ne pense pas qu'il faille le relier directement à cette dimension. Ce qui est décisif, je crois, c'était vraiment un engagement très profond dans l'esprit de ceux qui se sont engagés sur ce sujet
pour, et on l'a bien vu encore une fois dans la diffusion de ce sujet de l'an dernier, pour le droit de l'enfant, pour protéger le droit des enfants d'avoir un père et une mère et de voir leur filiation garantie. On parlait de la nécessité de protéger la transmission à l'instant, et je crois que ces questions, au fond, ont un lien essentiel. Fondamentalement, ce qui est décisif, c'est de veiller à faire en sorte que chaque enfant dans notre pays puisse connaître son histoire. Donc, ce n'est pas le mariage qui est en cause. Ce qui est fondamental, c'est que le mariage donne lieu dans à son la essence, filiation, dans sa ça. nature, la vocation de construire une famille. Et donc le mariage est tourné vers cette dimension-là. Mais alors, il y a un argument qu'on donne toujours. Je veux dire, il vaut mieux un enfant heureux avec 2 pères ou 2 mères qu'un enfant battu avec un couple hétérosexuel, non? On peut aussi être malheureux avec 2 pères et ça 2 existe mères. aussi, donc, mais voilà, c'est un oui, argument qui vaut ce qu'il vaut, parce que et puis on pourrait se dire, Patrice, est-ce que c'est mieux d'être heureux avec un père et une mère ou être heureux avec 2 papas et 2 Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change foncièrement? Bien sûr, le jour où même M. Kéroubi parlait à l'instant de la situation des orphelins, le jour où vous avez perdu vos parents, vous n'êtes pas condamné à être malheureux. Personne n'est condamné à être malheureux, et personne n'a dit d'ailleurs qu'un enfant qui grandirait dans une famille homoparentale était condamné à être malheureux ou à être malade ou quoi que ce soit. Personne ne l'a dit. Mais simplement, on peut malgré tout considérer de façon raisonnable qu'il est meilleur pour un enfant de grandir avec ses parents que de naître orphelin à la naissance. Et bien, de la même façon, on peut considérer qu'il est meilleur pour un enfant de grandir avec ses 2 parents, même si ça ne lui garantit pas d'être heureux. Il est meilleur de grandir avec ses 2 parents que admettons sur le débat sur le grandir... fond, mais pourquoi ça a autant de mal à passer en France? Qu'est-ce qui fait que la loi est votée, la loi est promulguée, il y a eu des recours constitutionnels qui ont été rejetés, et malgré tout, le débat continue, les manifestations continuent. C'est peut-être parce que aussi fondamentalement en France, on n'a pas vocation à éradiquer la moitié de l'humanité en disant on peut se passer de femme et la femme ne sert à rien. C'est peut-être aussi ça. Non mais ce qu'on oublie quand même, je veux dire, c'est très joli de dire on peut mettre deux hommes ensemble, bien sûr, on peut mettre 3 hommes ensemble, etc. Mais pourquoi se passer des femmes? Je veux dire, c'est une, mais deux femmes ensemble. Oui, même 2 femmes ensemble. Pas des femmes. Oui, c'est pour ça que je parlais d'éradiquer la moitié de l'humanité. Pourquoi se passer des hommes? Pourquoi se passer des femmes? Quelle est tout d'un coup cette folie qui consiste à dire après tout, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'importance. Je pense que ça en a une, vraiment. Notre invité a un petit peu balayé d'un revers de la main à la question religieuse, mais je pense que c'est la question centrale. C'est la tradition, parce qu'on parlait tout à l'heure d'éducation, avec, vous avez notamment critiqué Rousseau, bon, même vous disiez que vous n'étiez pas peut-être apte à le critiquer, mais vous l'avez critiqué en tout cas. Et ce que Rousseau a mis en avant, c'est la non-importance, pourrait-on dire, de la médiation, ou du médiateur entre l'enfant, entre, je ne sais pas, l'instituteur et l'enfant. De même que le catholique met un rôle très important, en tout cas, entre le médiateur, enfin, il y a un médiateur entre Dieu et le laïc, ou la personne, en tout cas, qui n'est pas dans le clergé. C'est exactement, je pense, ce qui est en train de se passer actuellement. On pourrait dire que les protestants ont gagné, peut-être dans leur combat à éliminer tout lien entre l'apprentissage et Dieu, entre les hommes et Dieu. Et est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer avec le mariage pour tous? Une tradition du mariage catholique, puisque vous êtes catholique, d'ailleurs, vous ne vous en cachez pas, et qui est en train d'être remise en cause foncièrement avec ce mariage pour tous, qui ne rentre pas. On peut lire tous les textes, que ce soit la Bible, on a vu des musulmans d'ailleurs dans le sujet, c'est exactement la même chose. Ça ne correspond pas à ce qui est dit dans les écrits. Mais sauf que ça, on peut aller même jusqu'à l'homosexualité en elle-même. On est dans une société civile, on n'est pas... On peut aller jusqu'à l'homosexualité dans elle-même. Mais est-ce que les catholiques osent en fait exprimer maintenant ce qu'ils pensent vraiment, notamment sur l'homosexualité, avant d'arriver au mariage pour tous? Alors, François-Xavier, je vais vous demander de réfléchir, parce qu'on va s'interrompre quelques secondes, et puis on reprend ce débat tout de suite après.